Bonsoir, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis. Donc, étant membre de l'Académie, il n'est pas de coutume que quelqu'un me présente. Donc, je vais me présenter. Mon nom est Tanguy Deville, je suis professeur à l'UC Louvain. J'ai enseigné au Collège d'Europe et aussi à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Et je suis membre donc, de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de cette Académie. Alors, vous savez que dans quelques jours, quelques semaines, les États-Unis vont fêter les 250 ans de leur déclaration d'indépendance. Et donc, c'était l'occasion de se poser une question, non pas sur les États-Unis en tant que constitution d'un État fédéral, mais plutôt sur l'évolution de leur positionnement par rapport à la scène internationale. Et donc, j'ai sommairement intitulé cela « Entre l'isolationnisme et l'interventionnisme », mais c'est évidemment plus complexe. Alors, on peut partir d'une vision géopolitique. Cette carte-ci, si vous êtes européen, vous n'êtes peut-être pas accoutumé à cette carte. Généralement, vous avez une vision de la carte de Mercator avec l'Europe au centre, ce qui est normal. Et cette carte vous indique qu'il a fallu même du temps pour les Américains pour l'adopter. Pendant longtemps, ils étaient encore marqués par leur tropisme européen. Et ils adoptaient nos cartes, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que leur positionnement au monde était relativement faible. Ils pensaient surtout à eux-mêmes. Mais en voyant la carte, il y a un point intéressant pour nous dans l'analyse, c'est qu'en fait, cette carte montre l'immense atout de protection géopolitique des États-Unis. On verra après l'évolution territoriale, mais ici, vous voyez qu'il y a deux façades océaniques qui sont naturellement protectrices. Il y a eu des conflits avec le Mexique, il n'y en a plus, et donc il y a aussi une protection de la frontière, même s'il y a un problème de franchissement de frontière jusqu'à aujourd'hui. Et le Canada, a priori, est aussi un État ami. Donc ça vous montre un point assez intéressant dans les relations internationales, c'est que ce sentiment de protection est assez large. Et donc, quand les États-Unis sont atteints, les réactions sont, le cas échéant, disproportionnées. Le 7 décembre 1941, lors de l'attaque de Pearl Harbor, ça entraîne les États-Unis dans la guerre et ça va jusqu'à la bombe atomique, jusqu'à Hiroshima et Nagasaki. Le 11 septembre 2001, la guerre contre le terrorisme commence et peut aller jusqu'à certains excès qu'on a connus, jusqu'à l'invasion d'un autre État prétendument support de ce même terrorisme. Et donc cet élément géopolitique est intéressant à voir en introduction. Alors, c'est plus qu'un simple dilemme, c'est plus complexe. C'est pas simplement l'isolationnisme, on reste chez soi, l'interventionnisme, on intervient à l'extérieur. En fait, il y a au moins quatre variables qui sont importantes. La variable du temps, bien sûr, la variable de l'espace, une variable doctrinale, c'est-à-dire les écoles de pensée de la politique étrangère, et une variable instrumentale, c'est les capacités militaires, pour le positionnement au monde. Et donc, la variable du temps, c'est pratiquement 250 ans. L'espace, c'est un État qui se décolonise, en fait. Donc au départ, il y en a 13 colonies indépendantes, mais qui ne vont cesser d'être en expansion. Dans un premier temps, il n'y a pas de politique étrangère, puisqu'il y a une formation territoriale. Après, la politique étrangère sera pensée de manière assez évolutive. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et surtout si on est, je dirais, animé par le biais contemporain, la politique étrangère des États-Unis n'a rien de simple. Elle est fait l'objet de débats permanents aux États-Unis. Mais la différence, évidemment, peut-être par rapport à nos États, c'est que cette politique étrangère, elle est discutée aux États-Unis par à peu près 500 000 personnes sur les près de 350 millions d'habitants. Beaucoup ne s'y intéressent pas, effectivement. Et alors un point aussi, de nouveau, si on se met dans une perspective historique, les capacités militaires américaines telles qu'on les connaît aujourd'hui, encore aujourd'hui la première puissance militaire mondiale, elles ont dû être construites progressivement. Ce n'était pas du tout le cas au XIXe siècle. Donc il y a deux évolutions intéressantes à voir. Donc c'est à la fois l'évolution géopolitique et l'évolution par la suite, je dirais, doctrinale, l'évolution de la pensée de la politique étrangère par les acteurs de cette politique étrangère, donc les acteurs américains. L'évolution géopolitique, alors je vais traverser 3 siècles, je vais essayer de l'illustrer. Donc dans un premier temps, c'est ce que je vous disais, dans un premier temps, les États-Unis, ils sont
en train de se former eux-mêmes. Il y a le mythe de la frontier, donc cette ligne qui avance et qui va un jour se jeter dans le Pacifique, cette espèce de zone où il y a encore des rébellions, il y a encore des tribus indiennes, il y a encore des hors-la-loi, avant de se jeter dans la mer, où la formation territoriale, donc qui va de l'est en ouest, pourra être considérée comme particulièrement, je dirais, atteinte. Et à ce moment-là, on pourra se jeter sur les mers, en quelque sorte, on pourra se poser la question. Tout ça s'est fait au détriment d'autres États qui étaient présents dans la région, la France, l'Espagne, le Mexique, les Britanniques plus ou moins aussi, avec des échanges. Après l'outre-mer, donc, les États-Unis vont trouver leur Méditerranée, en quelque sorte, leur Mare Nostrum, qui sera la mer des Caraïbes. Et puis, après, au XXe siècle, les États-Unis auront une capacité de projection amphibie, à la fois terrestre, maritime, aérienne, qui en feront la puissance qu'on connaît. Si on illustre tout cela, donc, nous avons les 13 colonies de départ. Alors, monsieur l'ambassadeur de France le sait sûrement, donc Napoléon. Napoléon aurait pu garder ce territoire, et donc la France serait présente là au milieu des États-Unis, même si c'est une vision de l'esprit. Mais finalement, Napoléon avait eu un bon raisonnement. Le territoire était relativement peu peuplé d'Européens, peu colonisé, peu connu. Ce que disait Napoléon à l'époque, et qui était assez subtil, il disait, mais finalement, je vais donner, en vendant ce territoire, bien sûr, en vendant ce territoire, la Louisiane, donc les grandes terres du roi Louis, pratiquement tout le Middle West, en vendant ce territoire, finalement, je vais donner aux Britanniques, finalement, un rival sur les mers. Avec l'idée, cet État qui est en train de s'étendre va pouvoir achever sa formation territoriale, et puis ça en fera une puissance maritime qui pourra combattre le Royaume-Uni. Napoléon sera mort depuis longtemps quand, effectivement, les États-Unis seront une puissance maritime. Pour le reste, donc, c'est au détriment de l'Empire espagnol ou du Mexique que toute une série d'États sont acquis ou achetés, conquis, selon le cas. On voit alors après, avec l'achat de l'Alaska, puis l'extension vers le Pacifique, finalement l'idée que la remobilisation des énergies terrestres se fait sur la mer. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des quêtes de positions clés en mer, et également dans cette marée, leur Mare Nostrum, avec la conquête de Porto Rico, l'influence à Cuba, on maintient des territoires à Cuba, vous connaissez la base de Guantanamo, ça date de la fin du XIXe siècle, et le canal de Panama du début du XXe siècle, par une subtile politique, un peu, hypocrite peut-être dans le chef de Theodore Roosevelt. Donc les États-Unis vont favoriser l'indépendance de Panama par rapport à la Colombie pour avoir accès à ce territoire et créer le canal de Panama. Donc en fait, c'est une expansion qui se fait. Alors certains, on peut dire qu'on va même plus loin. Pour d'aucuns, l'histoire des États-Unis, à partir des 13 colonies, jusqu'à la Lune, jusqu'à Apollo 11, jusqu'à 1969, c'est toujours repoussé en quelque sorte des limites, et après le territoire terrestre, le territoire maritime, le territoire aérien, voire le territoire stratosphérique en quelque sorte. Donc ça, c'est conquêtes. Alors ces conquêtes se font, alors c'est pour ça que j'ai rajouté ceci, ça vous montre, il y a une certaine logique aux yeux des Américains de conquérir aussi le Groenland. Conquérir ou l'acheter. Longtemps avant Trump, 2 fois au moins, les États-Unis ont proposé d'acheter le Groenland. Donc, dans une espèce de logique d'expansion territoriale qui se nourrit aussi, on le verra, d'éléments plus liés, d'éléments plus philosophiques, la destinée manifeste. Donc, sur la carte suivante, vous voyez donc de manière un peu plus claire, un peu plus précise, tous ces éléments-là qui ont créé les États-Unis, avec donc une entrée progressive dans l'Union. On retient par rapport à cette carte que je reprendrai tout à l'heure, donc les États confédérés, je dirais un mot sur la guerre civile américaine. Puis on fait un saut dans le temps, je dirais on va de 1898 à 1997 en quelque sorte. Donc ça, c'est le triomphe de la puissance américaine, c'est la puissance américaine post-guerre froide, cette puissance amphibie, décrite par Zbigniew Brzezinski dans son livre donc, The Grand Chessboard, le grand échiquier, avec une capacité donc, de projection amphibie sur les mers, avec aussi tout un maillage qui fait que, sans dominer les territoires, loin de là, sans la domination physique des territoires, il y a un tel maillage qu'on peut dire que les États-Unis sortent de vainqueurs de la guerre froide,
pendant ce court moment unipolaire. On y reviendra. Alors un mot, parce que ça va influencer, je dirais, la perception. Ça va influencer la perception, je dirais, de l'usage de la force, des capacités, et qui n'a rien à voir, a priori, avec la politique étrangère, c'est le problème interne. Donc la fameuse guerre interne aux États-Unis, que nous appelons guerre de sécession, que les Américains appellent guerre civile, guerre de rébellion, guerre d'abolition. Ce qui est intéressant, au-delà de ce qu'on connaît de cette guerre, c'est de voir, en fait, l'apport instrumental et aussi le traumatisme que cette guerre a produit aux États-Unis. Donc, en fait, c'est une des premières guerres modernes, en quelque sorte, avant le carnage que nous connaissons de 1914, avec l'usage du chemin de fer, du télégraphe, avec des navires, des cuirassés, déjà des sous-marins, avec un génie militaire qui se trouve au sud, mais des capacités industrielles qui se trouvent au nord, ce qui fait que le nord va finir par l'emporter. Et donc, le nord qui n'a pas de marine, qui ne peut donc pas surveiller ses côtes. Le sud qui n'a pas de marine, mais qui ne peut pas surveiller ses côtes. Et donc, c'est une prise de conscience de la nécessité de moyens militaires que les États-Unis n'ont pas encore beaucoup, en quelque sorte. En tout cas, ils les utilisent les uns contre les autres à ce moment-là. Mais ça va être une prise de conscience pour des penseurs dont nous parlerons par la suite, notamment Alfred Meehan, une prise de conscience de la nécessité de construire des capacités maritimes, au-delà de la question de 1861-1865, qui est donc la guerre civile. Alors, quelques chiffres qui vous montrent le traumatisme. Alors, comme toujours, il y a une bagarre des chiffres. Le chiffre traditionnel de victimes, aussi bien morts que blessés, c'est 620 000. Certains vont au-delà. Avec plus de morts hors des combats que dans les combats. Plus de morts de maladies, on est au XIXe siècle. Des accidents, des morts en captivité, plus de morts au nord qu'au sud, mais le nord a plus de capacités industrielles. Et un point focal, c'est cette fameuse bataille. Il y en a plusieurs, il y a celle de Gettysburg, mais la bataille d'Antietam, où en un jour, il y a plus de morts qu'à Pearl Harbor, que lors du débarquement de Normandie, que lors du 11 septembre 2001. Donc, c'est pour vous dire, cette guerre civile a fait plus de morts dans ce laps de temps que toutes les autres guerres. Peut-être pas toutes les autres guerres réunies, mais en tout cas, pendant ce laps de temps de 4 ans. Donc, c'est un véritable traumatisme, a priori. Voilà pour donc quelques évolutions géopolitiques, avec un petit détour par la question intérieure donc, de la guerre civile. Et alors, sans doute, le plus intéressant, les évolutions que j'appelle donc doctrinales. La pensée, finalement. La pensée en matière de politique étrangère. Et donc là aussi, on peut avancer relativement vite, c'est des éléments connus. Le discours d'adieu de Washington. Et puis la doctrine Monroe, la destinée manifeste, ce qu'on vient d'évoquer, donc la puissance maritime, et enfin la combinaison de tout cela avec Theodore Roosevelt. Donc Washington, dans son fameux discours d'adieu, il dit beaucoup de choses, et il parle aussi du système fédéral, mais en ce qui concerne les relations extérieures, il dit en gros ceci. Puisque la formation de l'État a dû se faire face à l'ancien colonisateur, face à une puissance externe, il dit, mais finalement, ce qu'il faut pour les États-Unis, c'est développer sa puissance économique, avoir un maximum de relations économiques, on voit poindre le libéralisme économique, et absolument pas de relations politiques avec l'extérieur. D'où naissance de l'isolationnisme. Puisqu'il ne faut aucune relation politique intense, pas d'alliance, sauf, alors il y aura ses successeurs n'ont pas tout à fait respecté son testament, sauf à partir du moment où il peut y avoir des alliances de circonstances, quand les intérêts des États-Unis sont là. Mais en un mot, d'une certaine manière, ce discours d'adieu, c'est un peu l'acte de naissance de l'isolationnisme, en quelque sorte. Alors cet isolationnisme ne va pas empêcher, par exemple, la puissance britannique de venir ferrailler jusqu'en 1812-1815, pratiquement aux États-Unis. Et puis après, en fait, il y aura une inversion. Les Britanniques ne seront plus considérés
Ils ne seront plus considérés comme des colonisateurs, bien sûr, mais ne seront plus considérés non plus comme des ennemis, et puis il y aura plutôt des ententes avec le Royaume-Uni. Et c'est à ce moment-là donc que James Monroe le président suivant, va établir sa doctrine en 1823. Alors, doctrine qui est souvent caricaturée. Elle est caricaturée parce qu'on dit c'est l'Amérique aux Américains. Alors, il faut voir ce qu'on entend par Amérique. Hein. Donc, en fait, si on entend l'Amérique, donc le continent américain, l'idée est la suivante, c'est chacun chez soi. L'idée au départ, c'est chacun chez soi. Donc, les États-Unis ne veulent pas s'immiscer dans les affaires européennes, les Européens n'ont pas à s'immiscer dans les affaires des États-Unis. Et puis, c'est l'idée que l'ensemble du continent américain doit gérer lui-même ses affaires. Vous voyez qu'on est en 1823. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous voyez que c'est au moment de la décolonisation espagnole et portugaise. Et donc, c'est à ce moment-là que, finalement, il y a une espèce d'autonomisation de l'hémisphère occidental, comme ils disent, d'autonomisation de cette partie du monde. Ce nouveau monde, en fait, l'ensemble du nouveau monde, veut se gérer seul, indépendamment des Européens, en disant, mais on ne s'occupera pas non plus des affaires des Européens. Et donc, la doctrine Monroe, c'est aussi un élément d'isolationnisme par rapport au reste du monde, et en particulier du monde européen, a priori. Mais par contre, ce sera un élément, longtemps après Monroe, ce sera un élément d'interventionnisme sur le territoire du continent américain. Donc c'est tout le paradoxe. Et ce sera nourri notamment par celui qui a fait la guerre de sécession, le futur amiral Alfred Meehan, considéré encore aujourd'hui comme celui qui a pensé de manière systématique la stratégie militaire maritime, la stratégie navale, donc à l'instar de Karl von Clausewitz, et donc qui est considéré comme le Clausewitz des mers en quelque sorte, même si l'époque a changé, les capacités notamment de mobilité, les capacités industrielles sont bien plus importantes que du temps de Clausewitz. Meehan, encore aujourd'hui, est célébré comme étant le prophète de la marine américaine, celui qui a influencé aussi Theodore Roosevelt, on y viendra. Il y a encore des bâtiments de la marine américaine qui portent son nom, Alfred Meehan. Alors que nous dit-il ? Donc il a fait la guerre de sécession, il a été frappé par les capacités industrielles du Nord, et puis il va avoir une œuvre en 3 temps. Donc il va étudier à la fois l'influence de la puissance maritime sur l'histoire, les rivalités du temps, les rivalités franco-britanniques surtout, mais c'est plus large, il parle d'autres puissances européennes, du temps au moment de la Révolution française et au moment de l'Empire, donc sous Napoléon. Et enfin, dans son 3e ouvrage, qui est plus prospectif, il en tire les enseignements pour véritablement prôner, de manière normative, prôner le fait de bâtir une flotte pour la puissance des États-Unis. Alors, très rapidement, donc, en analysant les antagonismes coloniaux et maritimes, il oppose la France à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Pour faire très court, il dit, mais la France hésite toujours entre le continent. La France sort par la mer, par Toulon et par Brest. La France hésite entre l'Atlantique et la Méditerranée. Tandis que, pour la Grande-Bretagne, c'est très simple, elle veut être la première puissance mondiale en matière maritime, et elle veut l'équilibre des forces sur le continent européen. Je résume parce qu'on doit résumer aujourd'hui, mais en un mot, il dit, mais pour les États-Unis, la Grande-Bretagne est un modèle à imiter, et donc c'est lui qui encourage les éléments qu'on a vus quand les États-Unis se précipitent vers Hawaï, vers Midway, essayent d'avoir donc des sites clés en mer, des points clés en mer, qui sont donc des relais, des ports, des places de radoub et autres. Donc toute une série de points importants pour pouvoir avoir, je dirais, l'élément terrestre de la puissance maritime, en quelque sorte. Alors, Meehan, aujourd'hui, pourrait être contesté, puisqu'il affirme très clairement une forme de darwinisme social. Donc, il considère la civilisation euro-américaine comme étant supérieure, mais à la manière du XIXe siècle, à la manière de Jules Ferry, par exemple, en disant il y a une espèce de devoir pour les nations. Quand on dit civilisation, c'est les nations qui ont assimilé tous les progrès techniques, et qu'il y a une espèce de devoir de les propager au profit des autres, que ce soit par l'expansion ou par le
le colonialisme. Donc c'est des éléments qu'on va retrouver chez d'autres penseurs européens, mais qu'on trouve déjà chez Meehan, qui sont intéressants à analyser pour montrer que ça reste un homme du 19e siècle. Alors, il va être lu un peu partout, Meehan, et donc il ne va pas simplement influencer les États-Unis, il va aussi justifier les Britanniques, influencer l'amiral von Tirpitz pour bâtir une flotte allemande, mais surtout, c'est son ami Theodore Roosevelt, qui va être particulièrement influencé par les écrits de Meehan, et donc on peut considérer que Meehan a contribué. Vous voyez que ces écrits datent de 1897. Généralement, on considère que 1898, c'est le début de l'impérialisme américain, en quelque sorte, avec la quête d'influence essentiellement dans les Caraïbes, avec la guerre à Cuba, sur les cendres de l'Empire espagnol. Et par exemple, quand les Américains vont s'emparer des Philippines sur les cendres de l'Empire espagnol, c'est toujours avec cette même justification. Les Espagnols sont finis, ils ne savent pas bien développer les Philippines, c'est à nous de le faire à l'heure actuelle. Donc Meehan est donc son ami, Theodore Roosevelt, qui va devenir président. Il a été d'abord sous-secrétaire d'État à la Marine, puis vice-président, et puis président à la mort du président McKinley. Alors on peut s'attarder un instant sur Theodore Roosevelt, parce que c'est lui qui va combiner à la fois la doctrine Monroe, l'idée d'une puissance maritime, et puis il va être connu comme étant l'homme du gros bâton, donc la politique du big stick. Donc, Monroe, Sea Power plus Big Stick, ça donne Theodore Roosevelt le Big Stick, c'est-à-dire le gros bâton, c'est-à-dire la menace, la quête d'influence, mais sous la menace. Et c'est par exemple à ce moment-là qu'il va manigancer en particulier pour favoriser les indépendantistes panaméens à qui il avait promis certaines choses, mais il voyait bien sûr son intérêt par rapport au canal de Panama. Ce qui fait qu'il est représenté souvent de manière très caricaturale. Vous voyez, c'est le président Roosevelt avec son gros bâton dans la mer des Caraïbes. Mais c'est lui aussi qui remet au goût du jour la doctrine Monroe. Alors, par exemple, ici, vous voyez à leurs habits que ça ressemble plutôt des Européens, mais c'est les Européens qui voulaient encore influencer certaines décisions au Venezuela, et c'est là, à ce moment-là, que Roosevelt joue de la canonnière pour dire non, la doctrine Monroe fait en sorte que vous ne vous occupez plus du continent américain. Donc à partir de 1900, on peut considérer qu'il y a une forme d'empire américain en quelque sorte, un empire maritime, au sein du Pacifique. La formation territoriale est terminée. Donc ça, c'est, je dirais, la phase 1, où on passe 1796, le discours d'adieu de Washington, 1898, le début d'une forme d'impérialisme américain au sens du XIXe siècle. Le XXe siècle va être sensiblement différent. Parce que là, les évolutions doctrinales, je dirais, vont d'abord se nourrir d'un personnage qui, il faut se plaire à le dire, qui est quand même le seul président américain jusqu'ici à avoir eu un doctorat. Et donc, Woodrow Wilson va à la fois penser l'intervention militaire ou l'intervention pacificatrice, mais il va le penser avec un système juridico-moral. Ce système, vous le savez, aura comme paradoxe que celui qui l'a pensé et l'État qui l'a pensé ne va pas participer à la sécurité collective qu'il avait imaginée à travers la Société des Nations. Et bien, on reviendra à la pensée réaliste. Cette pensée réaliste va alors s'exprimer. C'est une pensée réaliste qui s'exprimera de manière idéologique, et donc on passera de la pensée réaliste au containment, à la théorie des nominaux, et on reviendra à la pensée réaliste, j'y viendrai. Mais attardons-nous donc sur Woodrow Wilson, un personnage singulier parce que... Bon, il est singulier parce qu'à la fin de sa vie, il avait perdu quelques capacités physiques, on a fait beaucoup de films et de livres là-dessus, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il a dû d'abord persuader le Congrès, persuader ses compatriotes qu'une intervention militaire était nécessaire, une intervention militaire des États-Unis sur le territoire européen. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a émis ces fameux 14 points qui donnent sa doctrine et dit si nous venons faire la guerre pour faire la paix.
Et dans ces 14 points, donc ils sont très diversifiés, il y en a un qui concerne la Belgique, il y en a qui concernent la diplomatie en général, une diplomatie ouverte, il y a des points qui concernent les traités, le droit de la mer et autres. On voit poindre d'une certaine manière une volonté interventionniste américain, mais qui se nourrit aussi de l'exceptionnalisme américain, de leur destinée manifeste, qui pensent qu'ils sont la lumière sur la montagne, et que donc ça doit s'appliquer maintenant à ce vieux continent qui s'est en quelque sorte suicidé entre 1914 et 1918. Et puis, il croit à la force du droit, à la force de l'utopie, la force de l'utopie de la sécurité collective. Son idée est toute simple, hein. S'il y a une majorité de gens en faveur du statu quo, c'est-à-dire de la paix, eh bien, le fauteur de troubles va hésiter à commettre un forfait où il sera naturellement éliminé par les autres. C'était évidemment une illusion pour différentes raisons. D'abord parce que le principal promoteur, les États-Unis, ne veut pas participer au système de la Société des Nations, que progressivement, les fauteurs de troubles vont être exclus ou bien vont s'exclure eux-mêmes de cette Société des Nations. Conclusion, quand tout le monde garantit la sécurité de tout le monde, plus personne n'est en sécurité. Donc, dans un système de sécurité collective trop large, ça ne fonctionne pas. Et c'est la leçon qu'on tirera pour créer plus tard le Conseil de sécurité, un organe plus restreint pour le garantir. Ça ne veut pas dire que ce sera plus efficace, mais ce sera déjà mieux pensé, en quelque sorte. Donc c'est une tentative intéressante, mais qui va échouer. Et donc, au-delà du président Theodore Roosevelt, on va voir arriver un nouveau penseur américain, qui est à la fois un penseur, disons, de la géopolitique ou de la théorie réaliste. Son nom vous indique qu'il est d'origine néerlandaise, c'est un journaliste, un professeur d'université, et puis il va mourir pendant la guerre, mais ses œuvres, notamment ses œuvres posthumes, vont influencer la pensée américaine. L'idée, donc, c'est un retour du réalisme, à travers à la fois donc l'idée que les États-Unis doivent penser à l'équilibre des forces, balance of power, qu'il faut une géographie de la paix. En fait, pour faire très court, le raisonnement de Speakman est le suivant. Alors c'est très américain, au sens où il dit ceci. En 1936, si on avait arrêté Hitler au moment où il a réoccupé la Rhénanie, nous, Américains, il ne stigmatise pas les autres, si nous avions arrêté Hitler, ça nous aurait coûté tant de dollars, tant d'hommes, tant de matériel, voilà. Ça nous aurait coûté beaucoup moins que tout ce que nous avons dû déployer par la suite. Donc, son idée, c'est que la géopolitique peut être utilisée pour une espèce de prévention pacificatrice. Et que donc il faut analyser les forces en présence de manière très subtile et intervenir. Intervenir avant que ça ne dégénère. Alors évidemment, et donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut aller au-delà de la doctrine Monroe, au-delà de l'hémisphère défense, et il faut intervenir dans les terres du bord de la Rhineland, je vous montrerai sur carte par la suite. Mais je m'arrête un instant sur ce raisonnement. Sur ce raisonnement, c'est un raisonnement réaliste, réaliste, mais aussi de prévention pacificatrice. Alors évidemment, c'est toujours particulier parce que l'objectif, quelqu'un comme Speakman, c'est de prendre des mesures qui vont par la suite démentir le pessimisme de ses analyses. Au sens, il va arrêter quelqu'un, puis il se rendra compte que oui, cette personne n'était pas aussi dangereuse, ou cet État n'était pas aussi dangereux. Donc, cette immixtion, en quelque sorte, cet interventionnisme-là, peut être en lui-même dangereux. Cela étant, donc Speakman sera mort et ne verra pas la suite, mais ce qu'il préconisait, donc, c'était, contrairement aux Britanniques qui disaient tout se joue ici dans le Heartland, dans la zone pivot qui risque de s'étendre, et donc, lui, il dit tout va se jouer ici, dans le Rhineland. Il faut éviter aussi que la force du Heartland, ici, l'Union soviétique et la Russie, s'allient avec la Chine. Bon. Elle le fera, mais pas longtemps, donc ce ne sera pas si grave. Donc, c'est ça la théorie du Rhineland de Speakman. Alors, à la fois, il aura raison parce que, si on regarde les combats de la guerre froide, j'y viendrai ici, les voilà. Tous ces combats de la guerre froide, par la suite, vont se dérouler, et les interventions américaines vont devoir se dérouler là-bas, dans le Rhineland, de Berlin à la Corée, en quelque sorte. L'alliance sino-soviétique ne va pas durer, mais, je reviens en arrière,
ce qu'il va y avoir avec la pensée de Speakman. Donc c'était une pensée froide, hein, réaliste. Mais alors cette pensée froide et réaliste va d'abord être bien comprise par un diplomate américain, et puis il va être en quelque sorte dévoyé par deux présidents. Celui qui avait bien compris la pensée de Speakman, c'était George Kennan, jeune diplomate qui se trouvait à l'ambassade américaine de Moscou, et qui disait, ben voilà, pour essayer de répondre à Churchill, Churchill disait, mais finalement, la politique étrangère de la Russie, c'est un mystère à l'intérieur d'une intrigue, nimbé d'une énigme, enfin, donc c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et Kennan disait, on peut le comprendre, on peut comprendre la politique étrangère soviétique, et c'est une politique soviétique qui veut avancer dès qu'elle en a la capacité, donc il faut appliquer subtilement des contre-forces. Et donc il faut un containment de la puissance soviétique, il faut endiguer la puissance soviétique. Mais pas toujours et partout, là où elle veut avancer. Alors Truman, avec la doctrine Truman, va en faire une croisade anticommuniste. Eisenhower qui croit à la théorie de domino en se disant, si un État tombe dans le communisme, le suivant va tomber, le troisième va tomber, le quatrième va tomber aussi. Et donc ça explique, en quelque sorte, hein, d'une certaine manière, la Corée, c'est du containment, la guerre de Corée. Mais après l'engagement au Vietnam, c'est la croyance à la théorie des dominos. Le Vietnam, si le Vietnam tombe, le Cambodge tombe, le Laos tombe, et puis toute l'Asie du Sud-Est tombe, en quelque sorte. Ça n'a été que la péninsule indo-chinoise. Donc, pendant la guerre froide, on voit l'évolution et le développement de la pensée de Speakman. Et il y a un retour, d'une certaine manière, hein, un retour de la pensée de Speakman sous l'administration Nixon-Kissinger, où, oubliant l'idéologie, hein, donc Kissinger, dans sa fameuse alliance de revers par rapport à l'Union soviétique, Kissinger, Nixon, plus tard le président Ford, vont aller rencontrer les Chinois. Et donc ce sera le voyage spectaculaire et le rapprochement spectaculaire à ce moment-là. Donc voilà par rapport à cette première phase. Alors, la guerre froide se termine, pas tout de suite. Avant qu'elle ne se termine, il y a encore eu un point intéressant dans la pensée américaine, c'est le président Carter, avec son conseiller national à la sécurité Zbigniew Brzezinski, où là, d'une certaine manière, on peut dire, l'idéalisme est mis au service du réalisme. Que souffle Brzezinski au président Carter? Nous sommes là donc en 1977, donc on est encore... La détente est terminée. On est au cœur de ce qu'on va appeler la guerre fraîche. Et il y a une certaine sympathie pour le mouvement communiste. Brzezinski, qui est d'origine polonaise, il dit à Carter, mais il ne faut pas laisser, comme dirait Mitterrand, il ne faut pas laisser le monopole du cœur. Comme dirait Giscard, il ne faut pas laisser le monopole du cœur aux communistes. Non, ce qu'il faut faire, c'est les attaquer sur le terrain de l'idéologie. Et donc, il faut préconiser une politique de soutien au régime qui respecte les droits de l'homme. Et donc, les droits de l'homme, la politique des droits de l'homme, qui se fera de manière à géométrie très variable par le président Carter, mais qui sera un élément du discours, donc cette politique qui conditionne en quelque sorte les relations au respect des droits de l'homme, des droits humains, comme on dirait aujourd'hui, des droits de l'homme à l'époque, des droits humains, donc elle sera un instrument de corrosion idéologique du communisme, en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça que Brzezinski, qui est considéré comme un réaliste, mobilise je dirais, la liberté, les droits de l'homme, les libertés fondamentales au service d'une politique étrangère, en faisant dire donc au président Carter que les relations seront d'autant plus importantes que l'État en question respectera ou non les droits de l'homme. La guerre froide se termine, et on a un court instant avec le père Bush, hein, un court instant du NOM, sigle qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était très en vogue. Donc nous sommes après 1989, après la guerre du Golfe qui oppose le Koweït à l'Irak, et l'expédition internationale qui va bouter Saddam Hussein hors du Koweït. Et donc le nouvel ordre mondial, NOM, ou bien NOI, nouvel ordre international, c'est en fait une totale supercherie. Parce qu'il n'y a pas de nouvel ordre mondial. Il n'y a pas de nouvel ordre international. Il y a l'ordre imaginé en 1945 qui fonctionne. C'est-à-dire
que l'ordre imaginé en 1945, avec un Conseil de sécurité, avec les États les plus importants au sein du Conseil de sécurité qui disposent d'un siège permanent et d'un droit de veto, eh bien, ce Conseil de sécurité fonctionne. Enfin, il a fonctionné une fois. Il a bien fonctionné pour mettre Saddam Hussein hors du Koweït. Et donc, le président Bush et son équipe parlent à ce moment-là du nouvel ordre mondial. Et donc, je vous dis, c'est en fait l'ordre mondial imaginé en 1945 qui fonctionne, qui va plus ou moins fonctionner, et plus ou moins, parce qu'il y aura une mutation des conflits par la suite, et donc on oubliera ce terme. Comme il y a une mutation des conflits, on va voir avec le successeur, donc nous sommes toujours là dans le moment un peu unipolaire des États-Unis, avec le successeur de George Herbert Bush, Bill Clinton, qui mettra du temps à s'intéresser aux affaires étrangères, il va présenter les États-Unis comme la puissance bénévole. Donc la puissance qui va se mettre au service des Balkans quand on en a besoin. Il faudra les tirer dans les Balkans, éventuellement au service du Kosovo. Voilà. C'est comme ça que le président Clinton présentera sa politique, ou bien la secrétaire d'État par la suite, Madeleine Albright. Mais ce qui sera intéressant, qui passera moins aperçu, c'est que le conseiller national de Bill Clinton, Anthony Lake, mettra en exergue une nouvelle doctrine. La doctrine qu'il va appeler la doctrine de l'enlargement. Qu'est-ce qu'il faut élargir? C'est la doctrine élargir l'économie de marché, élargir la démocratie. Donc Anthony Lake se dit, on a un moment de l'histoire, pas à la fin de l'histoire, mais on a un moment de l'histoire où le triomphe, je dirais, de ce que pensent les États-Unis, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une économie de marché et la nécessité d'avoir une démocratie, fût-elle imparfaite, doit s'étendre à l'ensemble du monde. C'est donc un élément doctrinal, aussi un peu utopique, mais intéressant. Évidemment, tout ça est balayé par le 11 septembre. Le 11 septembre, qui a vu un président qui a une petite tendance isolationniste redevenir interventionniste, et pire que ça, prévenir les menaces. Il fait un tout petit peu, mais c'est du Spiegelman excessif. Il voit une menace, il l'analyse mal, et puis il va l'éradiquer, et c'est comme ça qu'on a l'intervention en Irak. Et puis aussi étonnant que ça puisse paraître, pour terminer ce tableau des évolutions doctrinales, je mets dans un même sac Obama, Trump, Biden, Trump. Alors, pourquoi? Parce que, certes, avec des modalités différentes, certes avec un vocabulaire différent, certes avec une sympathie pour les uns, une antipathie pour les autres, des propos insultants et des propos très polis, il y a un retranchement progressif des États-Unis, des affaires du monde, qu'on voit déjà sous Obama. Alors j'ai essayé de mettre ces éléments saillants d'une certaine doctrine Obama, Trump, Biden. Il y a, à part les remontades trumpiennes qu'on retrouve encore dans certains documents, il y a le rejet de ce qui a pu être la marque des États-Unis, la destinée manifeste, l'enlargement, toute une série d'éléments, le rejet de l'exceptionnalisme. Les États-Unis veulent redevenir une puissance normale, rejeter le fardeau, le burden, le fardeau unipolaire. Je n'ai pas pu résister parce que je m'intéresse fort à l'Union européenne. Donc, par rapport à l'Union européenne, il y a dès Obama une moindre attention à l'Union européenne. Ce n'est pas une coopération, je dirais, romantique. C'est un jeu à somme nulle. C'est donnant-donnant dès Obama, en quelque sorte. Avec l'idée, il le dira clairement, les États-Unis ne veulent plus payer pour les autres, les États-Unis ne veulent plus intervenir pour les autres, on ne récolte que de l'ingratitude. Dès lors, on passe de la patience stratégique à la passivité stratégique, mais il y a toujours des stratégies furtives, dès Obama, notamment les drones, les forces spéciales, pour des petits coups de poing par-ci, par-là, en quelque sorte. Et donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, donc ces trois derniers présidents, même s'il y en a un qui a doublé, enfin deux qui ont doublé la mise, sont dans un même, je dirais, dans une même tendance, en quelque sorte, si on analyse sur les forces profondes sur le long terme. Donc voilà la fresque. Alors maintenant qu'on a tous ces éléments, comment penser la politique étrangère, au-delà du dilemme? Alors, on peut considérer deux éléments. Premier élément, la politique étrangère américaine, c'est toujours une combinaison de ce qu'on a appelé les 4 P. Les 4 P, c'est quoi? C'est la puissance, la recherche de puissance,
la paix, on veut établir la paix, la quête de prospérité et l'exportation de principes. Alors, la puissance est associée au président Jackson. Le président Jackson, donc pourquoi? Parce que c'est un président du milieu, il correspond au milieu du 19e siècle. C'est lui qui allait conquérir le Texas, c'est lui qui guerroyait avec le Mexique notamment. Mais il était partisan du coup de poing décisif. L'usage de la force rapide, décisif. Qui est assez réaliste. Le président Wilson, je vous l'ai présenté, on peut considérer que c'était un internationaliste libéral au sens où il veut structurer l'ensemble du système international, même si c'était utopique, mais la tentative était intéressante. La question de la prospérité, elle était là au départ, avec Washington qui disait « multiplier les relations économiques ». Hamilton aussi le dira. Et donc, il y a une quête de prospérité qui postule le libéralisme économique, qui ne postule pas les droits de douane a priori, qui postule au contraire une certaine ouverture bénéfique, mutuellement bénéfique. Et puis, bien sûr, il y a l'idée, qu'on a retrouvée dans l'enlargement, qu'on retrouvait chez Brzezinski aussi, même un peu instrumentalisée, mais c'est d'utiliser des principes. Et donc, ces 4 éléments se trouvent à dose variable, toujours dans une politique étrangère. Alors, si on veut maintenant placer sur un axe, et c'est feu mon collègue Pierre Asner qui avait suggéré ce tableau, professeur à Sciences Po, il disait, si on veut comprendre la politique étrangère des États-Unis, on doit d'abord mettre hors zone ceux qui disent que les États-Unis, qui disent à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, que les États-Unis ne doivent rien faire. Donc c'est Chomsky, ou bien celui qui s'est présenté comme un candidat indépendant à la présidence américaine, Ralph Nader. Noam Chomsky, c'est un penseur. Enfin, c'est un linguiste, mais qui se pique de penser la politique étrangère des États-Unis. Donc on met hors zone ces gens-là qui disent que les États-Unis ne doivent rien faire. Et puis on met sur un axe donc, qui va, je dirais, de la quête de l'équilibre des forces, balance of power, de la réelle politique à la Bismarck, à l'allemande, donc la quête, je dirais, d'un intérêt national, vers l'idée de l'exceptionnalisme, de l'idéalisme, donc d'une mission que les États-Unis auraient de par le monde. Donc c'est l'axe vertical. Sur l'axe horizontal, donc, soit on est très intégré dans le système international, on prône le multilatéralisme, le cas échéant même quand on est puissant, comme les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, soit on a accroché à sa souveraineté, on est sur un axe plus unilatéral. Ce qui donne donc, 4 ans, donc les internationalistes libéraux, les réalistes gestionnaires, les néoconservateurs hégémonistes et les souverainistes isolationnistes. Généralement, on se trouve entre ces deux-ci, entre 1 et 3. Si on doit essayer de trouver des figures de proue de chaque courant, on peut dire que le président Roosevelt, en pensant les Nations Unies, était un internationaliste libéral. Ceux qui connaissent Joseph Nye, celui qui a théorisé le soft power, la puissance douce, se trouveraient là aussi. Dans les réalistes gestionnaires, il y a ceux dont je vous ai parlé, George Kennan, Kissinger, Brzezinski. Alors de l'autre côté, ils sont moins connus. Ils ont eu leur heure de gloire sous Bush père, et c'était notamment Paul Wolfowitz, Robert Kagan, qui sont des idéalistes manichéens. Et les souverainistes isolationnistes, on les trouverait aujourd'hui dans la frange la plus opposée à Trump même, la plus opposée à Trump au Congrès, mais à l'époque, il n'y avait pas de Buchanan qui s'était présenté à la présidence, le sénateur Helms, donc c'était des gens qui sont ethnocentriques, c'est les interaméricains, mais pas plus. Alors si on veut essayer de placer les derniers présidents dont je vous ai parlé, donc après la guerre froide, donc à partir de Clinton, on dirait que Bill Clinton, il oscille entre les deux ici. Il est à la fois un peu réaliste gestionnaire, et en même temps, il prônait un certain multilatéralisme. Le plus intéressant en termes d'évolution, c'est le président Bush. Vous voyez ici avec Romano Prodi. Il commence clairement ici, c'est-à-dire entre réaliste gestionnaire et souverainiste isolationniste, jusqu'au 11 septembre. Il a comme conseillère Mme Condoleezza Rice, ancienne kremlinologue, qui lui dit, non sans une certaine pertinence, l'avenir, c'est la Chine. C'est avec la Chine qu'on va devoir ferrailler. Et donc, il faut s'intéresser à la Chine. Et tout ce que faisait Clinton, aller mettre de l'ordre dans les Balkans, aller au Kosovo, tout ça n'est pas intéressant. C'est la Chine la plus intéressante. Et il faut se préparer à cette confrontation avec la Chine. Et puis arrive, évidemment, le 11 septembre 2001.
Bush réunit ses conseillers et il leur dit qu'est-ce qui peut arriver de pire finalement. Alors il y a un de ses conseillers qui dit c'est la même chose mais avec une arme de destruction massive. Un avion avec une arme chimique, un avion avec une arme bactériologique. Et à ce moment-là, donc, Bush bascule tout à fait dans le camp de ces hégémonistes unilatéraux qui voudront une intervention préventive, hein, donc ce qui expliquera l'intervention en Irak. Bush reviendra après, dans son deuxième mandat, je dirais, classiquement du côté des réalistes gestionnaires. Obama, l'homme des discours, donc l'homme qui avait, sans rien faire, obtenu le prix Nobel de la paix, uniquement par des discours. Theodore Roosevelt l'avait eu aussi, mais il avait fait quelque chose. Il avait prôné un traité de paix entre la Russie et le Japon après la guerre russo-japonaise. Mais donc Obama se présente comme un internationaliste libéral, mais termine très fort comme un réaliste gestionnaire à certains égards. Trump, j'y viendrai par la suite parce qu'il il trouble tout. Donc il faut le sortir de la zone. J'y reviendrai. Biden, c'est plus classique. C'est comme Obama, peut-être un peu plus internationaliste libéral, et de nouveau, il sort d'Afghanistan, c'est un réaliste gestionnaire, en quelque sorte. Alors venons-en à la tentative, maintes fois pratiquée, de comprendre Trump. Alors, je vais d'abord vous indiquer quelque chose, puis vous dire que j'ai tort. En fait, je dis, en fait, c'est un leadership toxique, c'est un brouillage de zone. Mais j'ai tort de dire ça. Parce qu'en fait, on se fait plaisir en disant, oui, il est irresponsable, incontrôlable, il est sans distance, sans mystère du pouvoir, il est imprévisible. OK. On est tous d'accord. Mais il faut essayer de le comprendre. Alors, aussi difficile que ce soit, on peut tenter de l'approcher et puis tenter de le mettre dans les cases. Alors, il y a des éléments qui sont faciles à voir. Pendant longtemps, c'est quelqu'un qui est peut-être moins maintenant, mais en campagne électorale permanente. Il veut tenir ses promesses. Il est obsédé par la communication. Il théâtralise sa fonction. C'est un homme d'affaires qui est à l'affût de la bonne affaire. D'une certaine manière, c'est un Hamilton à la Trump. Hein, c'est du donnant-donnant. Et le monde est quand même le théâtre de l'exercice de son pouvoir. Et donc, il aime bien de donner des coups de poing jacksoniens. Premier mandat, il est intervenu en Syrie. Tentative d'extension de la destinée manifeste, on pense au Groenland. Donc, on approche déjà un peu mieux Trump. Et si on essaie de le placer dans notre catégorie dans un premier temps, on dit, oui, il n'est pas intéressé par la politique étrangère puisqu'il dit America First. C'est un réaliste. Mais, alors, il est non interventionniste, mais il aime bien donner un coup de poing jacksonien. Le problème, c'est que depuis le 28 février, son coup de poing dure. Mais la guerre qu'il avait menée en 25, pendant 12 jours, contre l'Iran, c'était un peu comme ce qu'il avait fait à l'égard de la Syrie en 2017 ou en 2018. On tape dans la fourmilière, en quelque sorte. Un élément objectif, il est totalement unilatéral, puisque les États-Unis, sous Trump, se sont retirés en 2026 de 66 organisations internationales. Et vous connaissez la saga des droits de douane, donc il est protectionniste. Alors, si on va aller un peu plus loin, on pourrait dire, donc, c'est clair qu'il est adepte de coups de poing jacksonien, même s'il s'est enlisé en Iran. Ce serait un Hamiltonien protectionniste, et c'est un Wilsonien imaginaire, puisqu'il dit qu'il a mis fin à 8 conflits, qu'il a créé un conseil de la paix, que c'est la nouvelle société des nations. Donc, voilà. Donc, après avoir considéré Trump comme une énigme imprévisible, on peut voir qu'en allant plus loin, on arrive à le mettre dans certaines catégories. Et alors si on essaye, alors c'est ça qui est singulier, si on essaye de considérer le pouvoir il y a le pouvoir américain, généralement il y a le pouvoir, la puissance dure, c'est la puissance qui contraint. La puissance douce, c'est la puissance, on ne doit rien faire pour être puissant, c'est la puissance attractive. La puissance intelligente, smart, c'est la puissance qui combine un peu de contrainte, un peu d'attraction. Aujourd'hui, la puissance cyber, je ne vais pas vous faire un dessin. Et puis, il y a une puissance plus subversive, la puissance sharp, en quelque sorte, qui est souvent utilisée par la Chine, par exemple. On peut dire qu'avec Trump, il n'y a plus de puissance douce, plus d'attractivité. Qui veut encore aller étudier aux États-Unis? Il y en a encore, mais il y en a moins.
Qui était impressionné par l'aide au développement ou l'aide d'urgence des États-Unis? Plus grand monde, puisqu'il n'y en a presque plus. Voilà. Donc quand on supprime la puissance attractive, on supprime la puissance combinée. Mais par contre, il reste une puissance de contrainte, hard, une puissance cyber, et une puissance même subversive, hein, surtout, on a vu les tentatives d'immixtion, notamment dans des élections en Europe, à travers certains propos du vice-président Vance. Donc ça, c'est un point particulier de Trump aussi. Alors, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime la théâtralisation. Mais il y a une théâtralisation sans effet. Vous vous souvenez de cette rencontre en 2025? Qu'en est-il ressorti? Quel est le plan? Où en est l'évolution de la guerre en Ukraine? Rien du tout. C'était la même chose quelques années plus tôt avec Kim Jong-un. Donc, il y a une forme de théâtralisation. Mais attention, les conseillers de Trump, en novembre 2025, ont sorti un document qu'il est intéressant d'analyser. J'essaie de le faire le plus synthétiquement possible. Est-ce qu'il y a une nouvelle doctrine Trump? Est-ce que MAGA, Make America Great Again, et Monroe donnent la doctrine Donroe, comme ils s'en vantent? Document intéressant, hein, il est en accès libre, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter, il n'est pas très long, il est parfois un peu fastidieux à lire, hein, parce qu'il y a tout un verbiage particulier, mais c'est un document intéressant. Alors pour faire très court, dans l'introduction, au moins, pas d'hypocrisie. Dans tout ce que nous ferons, nous mettrons les États-Unis en premier lieu, les intérêts des États-Unis en premier lieu. Ils se vantent, l'administration Trump se vante d'avoir résolu les 8 conflits internationaux, notamment en RDC vis-à-vis du Rwanda, on sait bien que ce n'est pas le cas pour l'instant. Et c'est la rodomontade dont je vous parlais, les Américains n'ont jamais été aussi puissants. Aussi puissants, mais ils ont perdu leur puissance attractive. Hein, donc ce qui est un point qui peut être un point intéressant. Alors il y a quelques principes. Alors, par rapport au sujet de la conférence, il y a une faveur qui est annoncée pour le non-interventionnisme, avec l'idée, on établit quand même la paix par la force, mais on l'établit une fois pour toutes et rapidement. Et donc, il faut être relativement flexible. Donc, on recycle toute une série d'idées, notamment aussi l'idée de l'équilibre des forces, mais là, c'est plutôt une idée que par rapport aux relations que les États-Unis veulent avoir avec la Russie ou avec la Chine, par exemple. Alors, il y a 3 éléments qui sont intéressants et qui sont aussi intéressants pour les Européens. C'est l'idée, le corollaire Trump de la doctrine Monroe, le partage du fardeau et la mutation du fardeau, le changement du fardeau, en quelque sorte, hein, le fardeau qui passerait de l'un à l'autre. Et enfin, aussi étonnant que ça puisse paraître, dans ce document, c'est ce qui m'a le plus impressionné, et c'est ce qui avait le plus impressionné la presse, mais seulement pour un point, c'est qu'il y a une volonté généreuse de promouvoir la grandeur des Européens. Alors, de Monroe à Donroe, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte, hein? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure? Non. Donroe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les Américains veulent absolument être maîtres de l'hémisphère occidental, donc du continent américain. Quand ils disent maître, c'est-à-dire être prééminent. Mais c'est surtout pour lutter contre les immixtions russes faibles, chinoises fortes. Et donc, il y a deux éléments qui sont mis en exergue. Il faut recruter les meilleurs partenaires et puis il faut étendre la place des États-Unis dans ce continent américain. Et il faut lutter contre les rivaux qui ne sont pas hémisphériques. Suivez le regard de Trump, essentiellement la Chine. Donc on a pu considérer que la doctrine Donroe avait été appliquée de manière assez, cavalière, en mettant le président Maduro dans les geôles américaines. Intéressant pour les Européens, burden sharing, ça il en parle depuis longtemps, et burden shifting. Burden sharing, alors, je ne l'ai pas pris avec moi, mais si la matière vous intéresse, je vous invite à lire les mémoires de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, donc Jens Stoltenberg, social-démocrate norvégien, qui est resté à la tête de l'OTAN pendant une dizaine d'années, qui a quitté donc en 2024, et qui a bien connu
toute l'administration Trump 1, pas l'administration Trump 2. Et il a des pages, dans ce livre que vous trouverez dans toutes les langues, hein, en norvégien, en français, en anglais, dans ce livre, il y a des pages absolument sidérantes où, lors d'un sommet de l'OTAN, où Trump, tel un boutiquier, interpelle tous les États en disant « Mais regardez, moi je me fais avoir. Moi je dépense 4,2% de mon PIB en matière militaire, et toi Angela, il s'adresse à Angela Merkel, 1%, mais ça ne va pas du tout. » Et donc, ce sont des pages incroyables, hein, des pages vraiment incroyables dans ses mémoires, où il raconte, parce qu'il passe d'Angela Merkel au Luxembourg en disant « Où est-ce qu'il est? Je ne le connais pas, où est-il ?» Et puis il interpelle le Slovène. Et le Slovène, vous savez que sa femme est d'origine slovène. Et donc il interpelle le Slovène en disant c'est pas beaucoup, 1, il dit, oui, ma femme m'a dit qu'il y avait beaucoup de corruption en Slovénie. Et puis il passe à autre chose. C'est des pages hallucinantes, vraiment hallucinantes en termes diplomatiques. Mais le message était le suivant. C'était qu'en fait, Trump disait exactement la même chose qu'Obama et que ses prédécesseurs. Si vous êtes attentif, je ne crois pas que Bill White s'est fendu d'une carte blanche dans la presse, ici en Belgique, mais précédemment, les ambassadeurs de Biden, les ambassadeurs d'Obama, dès qu'ils arrivaient ici en Belgique, faisaient une carte blanche dans Le Soir, dans La Libre, dans Le Standard, dans Le Morgen, pour dire « Messieurs les Européens, en matière militaire, nous supportons le fardeau, il faudrait le partager. Et donc, il faudrait accroître vos dépenses. » Ici, c'est dit de manière déchaînée, je dirais, virulente, hein, mais c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Et donc, en 2025, là, il y aura un déchaînement, en quelque sorte. Alors, petite parenthèse, la méthode Stoltenberg, elle sera reprise aujourd'hui par Mark Rutte, c'est toujours essayer de canaliser le missile qui va partir, en quelque sorte. Et donc, de tempérer Trump ou de lui montrer que grâce à lui, les Européens vont faire des efforts. Donc, certains ont beaucoup critiqué Jens Stoltenberg et Mark Rutte, on n'est pas à leur place. Et donc, mais c'est une manière, en disant ils s'aplatissent devant Trump, mais non, c'est une manière, je dirais, de sauver l'Alliance Atlantique. Alors, la question, et on en a discuté il y a 2 mois, ici dans cette académie aussi, est-ce que l'implication du shifting pour l'Europe, c'est une totale autonomie stratégique ou des éléments d'une autonomie stratégique? On a eu le discours du président Macron à l'île Longue, hein, donc avec cette nouvelle doctrine de la dissuasion avancée, c'est une manière de répondre subtilement à l'idée. Donc pour faire très court, hein, par rapport à cette dissuasion avancée, dans son discours du 11 mars 2026, le président Macron nous dit que c'est assez récurrent que les présidents français fassent des discours sur la doctrine nucléaire, mais ici, l'élément nouveau, c'est que c'est une doctrine de dissuasion avancée. On considère que d'autres États font partie, je dirais, du périmètre de sécurité de la France. La France reste la seule détentrice de l'usage de sa puissance nucléaire, mais elle entre en collaboration par rapport à cette dissuasion avancée avec toute une série de pays que je vous ai cités ici. Et donc, sans remettre en cause la doctrine militaire de l'OTAN, c'est une manière de répondre, d'une certaine manière, au burden shifting qui est demandé par l'administration Trump à travers le document stratégique ici. Alors venons-en à la promotion de la grandeur européenne. Alors c'est souvent ce que la presse a mis en exergue dans ce document, en pointant, je dirais, le 3e point, en pointant l'effacement civilisationnel. Mais ce que disent les conseillers de Trump qui ont écrit le document, hein, c'est qu'il y a toute une série de points, c'est presque bienveillant, il faut combattre le déclin économique, rétablir la dépense militaire, on va résoudre le conflit ukrainien, on ne sait pas très bien comment, et on va rétablir, tout va bien aller, d'une certaine manière. Hein. Mais il y a quand même l'élément, pas d'élargissement indéfini de l'OTAN, et quand même, à la fin, je dirais quelque chose de plus étonnant, on rappelle l'importance culturelle, stratégique de l'Europe pour les États-Unis. Donc c'est moins négatif que ce que ça a été présenté. Donc voilà, donc c'est le document le plus récent sur la politique étrangère américaine. Alors, pour terminer, comment réagir à cela? Comment réagir à cette
Et si je parle en tant qu'Européen, en tant que membre de l'Union européenne. Et donc, Madame von der Leyen avait dit, dans un discours remarqué de février 2025, elle le disait depuis 2019, mais elle disait, mais voilà, l'Union européenne doit être un acteur géopolitique, il faut voir le monde de manière réaliste, la géopolitique est hyper compétitive, tout est transactionnel. Donc nous aurons, elle l'avait bien vu, c'était tout au début, 4 février 2025, Trump n'avait pas encore fait grand-chose à ce moment-là, nous aurons des négociations difficiles avec les États-Unis. On doit avoir une coopération d'intérêt sans partager nécessairement les valeurs de ceux à qui on coopérera. Et d'une certaine manière, il faut une diversité, il faut une quête de bénéfices mutuels. Discours inimaginable il y a quelques années, dans le chef de la présidente de la Commission européenne. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un accord critiqué, mais un accord. Un accord avec les États-Unis pour les droits de douane. Un accord critiqué, mais un accord avec le Mercosur aussi. Un accord moins critiqué, mais critiquable avec l'Inde aussi. Donc, d'une certaine manière, il y a une forme de réponse, une forme de réponse européenne. Alors, pour conclure, tout à fait, et ouvrir le débat, ne vous effrayez pas, je vais vous présenter une formule mathématique. Je vais vous présenter une formule mathématique qui est généralement utilisée, non pas pour les États-Unis, ni pour l'Union européenne, qui est plutôt utilisée pour les puissances moyennes, les petites puissances. Mais je l'ai présenté lors d'une autre conférence avec toute une série de gens, ça a provoqué un débat très très intéressant sur la pertinence de ce type de formule. Donc, je vous donne tous les termes de la formule, et puis on peut en discuter. Alors, c'est la force nationale, NS. La force nationale, ce serait une multiplication de 2 additions. Donc la force nationale, ce serait la puissance. Donc il y a d'abord les éléments objectifs. La masse critique, donc le territoire, la population, auquel on additionne la capacité économique, et puis les forces militaires. Et puis on ferme la parenthèse et ça fait un bloc. On multiplie alors par la qualité de la diplomatie, auquel s'ajouterait la qualité du gouvernement, c'est-à-dire la capacité du gouvernement de mobiliser son opinion publique pour la politique qu'il veut mener. Alors, généralement, on présente cette formule en disant, mais, vous voyez, si l'addition ici est faible, si on a un petit pays ou un pays moyen, mais si on a une grande qualité diplomatique, comme la Norvège, ou on va le dire, peut-être la Belgique, bien, on peut avoir une certaine influence. Généralement, on utilise cette formule-là. Mais cette formule, qui est une multiplication, nous dit que, finalement, des éléments objectifs de la puissance ne servent à rien s'il n'y a pas de diplomatie de qualité et s'il n'y a pas de mobilisation. Et donc, en fait, le produit pourrait être 0. Donc, si vous avez une qualité de diplomatie mauvaise ou une capacité, je dirais, de mobilisation mauvaise, comme vous multipliez par 0, toute votre masse critique, économique, militaire ne sert à rien. C'est un peu comme quand on disait, c'est un Gulliver empêtré, en quelque sorte. Quand les États-Unis sont empêtrés au Vietnam, c'est parce qu'ils n'ont pas de qualité de diplomatie par rapport à la guerre au Vietnam. Et donc la question, c'est de savoir, je reviens à la formule, la question de savoir, je vous laisse là-dessus, c'est est-ce que ce type de formule pourrait s'appliquer aujourd'hui aux États-Unis? C'est-à-dire que la qualité de la diplomatie pourrait paraître faible, et pire, l'électorat même de Trump ne le suivrait pas, en quelque sorte. Et donc, par rapport à ce que disait Trump au début du document, enfin son équipe lui disait, en disant que more powerful than ever, on n'a jamais été aussi puissant que maintenant, est-ce que c'est vrai par rapport à une qualité de diplomatie qui ne se joue pas uniquement à la puissance brute? Voilà, au terme de ce parcours, donc je vous remercie de votre attention et je suis prêt à écouter l'ensemble de vos questions.